RTS. La commission a été appelée à se prononcer sur la projection de 41 films en 1972. 12 ont été autorisés sans réserve, 6 avec réserve, avec des réserves concernant la publicité surtout, et 10 avec des coupures, 13 ont été interdits. La voix que vous venez d'entendre est celle de Juliette Schaeffer. Durant plus de 10 ans, cette fonctionnaire a été la secrétaire de la commission de censure des films du canton de Genève. Dans cette archive de la TSR, elle évoque les 41 films examinés par cette commission en 1972. Elle n'en donne pas les titres, mais nous en avons retrouvé certains. Figure dans cette liste Le Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci, qui sera finalement autorisé sans réserve. On y trouve aussi Les Contes de Canterbury de Pier Paolo Pasolini, film qui sera autorisé mais moyennant des coupes. Quant aux 13 films interdits, ils l'ont été à cause de leur caractère jugé pornographique et immoral. Leurs titres, Enquête sur la vie sexuelle des ménagères ou encore Sexe motorisé, comme leurs auteurs, sont aujourd'hui tombés dans l'oubli. Les années 60 sont marquées par des bouleversements sociétaux que symbolise la révolution de mai 1968. En très peu de temps, les valeurs traditionnelles qui dominent la plupart des sociétés occidentales sont profondément remises en cause. Et parmi ces valeurs, notamment ce qui a trait à la sexualité. Dans les années qui suivent les événements de mai 68, on assiste en Suisse à une arrivée massive dans le champ culturel et sur le marché des loisirs de contenus en lien avec la sexualité. Face à ce déferlement, le législateur tente de réagir pour mettre de l'ordre et endiguer un afflux anarchique de films et de publications. Les cantons possèdent leurs propres outils et essaient de les adapter aux conditions nouvelles. Parmi ces outils, les commissions de censure cinématographique figurent en bonne place. Des groupes issus de la société civile seront également très actifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 archives qui a pour titre « La censure suisse du cinéma au défi de la libéralisation des mœurs ». 1970. Une équipe de l'émission Temps présent fait le voyage en Allemagne pour rendre compte d'un phénomène en plein essor, la pornographie. Souterrain, semi-clandestin pendant des siècles, le sexe a fait surface. Tout est prétexte à évoquer le sexe, à enfouiller le mystère. La photographie d'abord et son vecteur, le journal illustré. Le sexe a depuis longtemps quitté les lieux chauds où il était toléré. Le voici dans la rue, à la devanture des kiosques, au voisinage de votre journal habituel. Tout est bon puisque le public semble en demander toujours davantage. Articles pseudo-scientifiques, conseils médicaux, entrée en scène des psychanalystes et même de ce nouveau technicien de l'éros, le sexologue. Il n'y a pas que la presse traditionnelle. Le sexe a maintenant sa propre presse, la pornopresse, en allemand, presse pornographique. Une dizaine de publications hebdomadaires, 6 millions d'exemplaires par semaine, je dis bien 6 millions. Si en Allemagne ou en Scandinavie, la pornographie est alors très peu réglementée, elle est interdite en Suisse. Chaque semaine, les douaniers saisissent du matériel litigieux, des livres, des revues, des bandes dessinées, des photos ou des pellicules de films. La base légale qui permet ces saisies, c'est le Code pénal de 1942 qui interdit les publications obscènes. Mais qu'est-ce qu'on entend alors par obscène ? Pour tenter de clarifier les choses, le tribunal fédéral a estimé qu'était obscène, je cite, « ce qui heurte le sentiment de décence en matière sexuelle du citoyen moyen, ni pudibond, ni corrompu ». Cette vision de l'obscénité se heurte aux évolutions des années 60 et 70, où les questions de morale ne font plus consensus. Mais du point de vue légal, en 1970, les autorités judiciaires ont le devoir de saisir le matériel pornographique qui se présente à eux, notamment ceux qui transitent par les douanes. Toute personne résidant en Suisse a aussi la possibilité de déposer plainte contre un libraire, un exploitant de salle de cinéma ou un gérant de kiosque proposant des productions obscènes au sens du code pénal. Si le ministère public donne raison aux plaignants, les productions incriminées seront saisies et détruites et les auteurs du délit sanctionnés.
Concernant le cinéma, il y a une procédure officielle au niveau fédéral pour faire venir un film de l'étranger. Le distributeur doit obtenir un permis d'importation de la part du département fédéral de l'Intérieur. En Suisse, d'autre part, les mineurs ne peuvent pas aller voir au cinéma tout film ne s'adressant pas spécifiquement aux enfants. Des cantons comme Berne s'en tiennent à ces dispositions et autorisent sans restriction aux adultes tout film ayant un permis d'importation. Neuchâtel a adopté le même principe, mais exerce un contrôle particulier sur l'âge minimum d'admission dans les salles, qui peut être relevé jusqu'à 20 ans. Les autres cantons romans exercent aussi ce contrôle sur l'âge d'admission, mais pratiquent de plus ce que l'on appelle la censure préalable. Ils se donnent le droit d'interdire un film avant sa projection ou d'en couper certaines scènes. L'examen des films jugés potentiellement obscènes, violents, moralement choquants ou risquant de troubler l'ordre public est confié à des responsables regroupés en commission de censure ou commission de contrôle. Ces commissions travaillent sous l'autorité du Conseil d'État. Intéressons-nous maintenant plus en détail à la commission de censure du canton de Genève. Elle existe depuis 1934. Juliette Scheffer, que nous avons entendue au début du podcast, en est la secrétaire. Dans cette interview réalisée en 1973, elle nous décrit son activité. Les exploitants des salles sont tenus de remettre aux autorités genevoises le descriptif des films qu'ils comptent passer. Juliette Scheffer fait alors un premier tri. Elle explique sa façon de procéder quand, par exemple, le dépliant d'un film évoque des scènes de violence. Ce pourrait être aussi bien des films où les scènes sont d'ordre sexuel. La procédure reste la même. Je crois que la meilleure procédure à adopter, c'est que j'aille voir le film et que je me rende compte si les images sont forcées sur le scénario pour inciter l'exploitant à prendre le film parce que c'est un film qui aura un impact et qui fera de bonnes recettes, ou bien si réellement le film est violent. Et c'est vous toute seule qui allez décider de ça? Oui, c'est-à-dire que puisque c'est mon service, c'est moi qui m'occupe de faire ce tri. Et alors j'irai voir le film et je dirai à l'exploitant, je peux le mettre à 16 ans, mais j'estime que certaines scènes sont trop violentes pour des adolescents de 16 ans. Si vous pouvez les couper, je le mettrai sans autre à 16 ans. Mais tel qu'il est, j'hésite. Alors à ce moment-là, s'il est d'accord, si son distributeur est d'accord, nous ferons des coupures et nous le mettrons à 16 ans. La fixation de l'âge légal d'admission dans les salles est une prérogative importante. Pour les exploitants, elle a une conséquence directe sur l'affluence attendue. Un film autorisé dès 16 ans va pouvoir être vu par un public plus large qu'un film interdit aux moins de 18 ans. Juliette Scheffer utilise ce moyen de pression pour obtenir des coupes dans des scènes estimées trop violentes ou trop explicitement sexuelles. Si les négociations avec les directeurs de salles n'aboutissent pas, ou si le film dans son ensemble lui paraît sujet à caution, elle fait alors appel à la commission de contrôle qui statue. La commission peut interdire le film ou réclamer à son tour des coupes. Et quand le journaliste lui demande si les coupes ne mutilent pas un film, Juliette Scheffer déclare « Non, et là, ce n'est pas une mutilation, n'est-ce pas? Mais pourquoi montrer une scène sanguinaire pendant plusieurs secondes alors qu'on peut simplement l'esquisser parce qu'elle est nécessaire à la compréhension du film? Mais pourquoi s'étendre là-dessus? Mais c'est dans des films comme, je sais pas, comme Orange Mécanique, par exemple, ou comme Dernier Tango à Paris. Est-ce que vous avez fait des coupures? Non, nous n'avons fait aucune coupure, ni dans l'un ni dans l'autre. Et on aurait pu en proposer. Oui, mais je dois dire que, de toute façon, nous les avons regardés sur le plan humain, sur le plan esthétique. Et nous n'avons pas voulu mutiler une œuvre parce que c'était tous les deux des films de qualité. Oui, donc le côté chef-d'œuvre, le côté respect de l'œuvre d'art existe. Ah oui, il existe certainement. Ainsi, des films comme Le Dernier Tango à Paris, qui montre des scènes de sexe assez crues, ou Orange Mécanique de Stanley Kubrick, où la violence est manifeste, ont pu être vus par les Genevois, avec un âge légal fixé à 18 ans, mais sans qu'aucune image n'ait été retranchée. Quand elle assure que des chefs-d'œuvre ne sont pas mutilés, Juliette Scheffer ne dit pas toute la vérité. Depuis sa création en 1934, la commission genevoise a en effet joué des ciseaux dans de nombreux films d'auteur.
C'est ce que révèlent les archives de cette commission, sorties de l'ombre et analysées par le journaliste Henri Roth dans le livre « Censuré, 1934-1980, Histoire de la Commission de contrôle des films de Genève », paru en 2016. Nous découvrons par exemple que le film Paisa de Roberto Rossellini n'a pu être vu en 1946 qu'amputé de scènes jugées immorales et offensantes envers la religion. Ou encore que le film de Louis Malle, Les Amants, prix spécial du jury au Festival de Venise en 1958, a subi des coupes si nombreuses qu'un article de la Tribune de Genève reprochera aux censeurs d'avoir détruit le film. D'autres réalisations de cinéastes connus sont tout simplement interdites. Sur les quelques 320 films censurés entre 1934 et 1980, on trouve La Corde d'Alfred Hitchcock, jugé trop violent en 1948. En 1956, Et Dieu créa la femme de Roger Vadim est lui jugé trop indécent. Et en 1965, le film Répulsion de Roman Polanski, avec Catherine Deneuve, subit le même sort. Répulsion raconte la descente aux enfers d'une jeune femme souffrant de traumatisme sexuel et sombrant dans la folie. Son interdiction est motivée par la commission en ces termes, la citation est tirée du livre d'Henri Roth, « Film nocif par son climat général et le sadisme de certaines images. L'absence de motivation en dehors de la description minutieuse d'un cas pathologique confère à cette œuvre un caractère d'atrocité gratuite. » Il faut tout de même préciser qu'à partir de 1965, la presque totalité des films censurés le sont parce qu'ils sont considérés comme pornographiques. « 1975. L'émission spéciale cinéma consacre justement un reportage à la vague érotique et pornographique qui inonde la France, où la représentation du sexe au cinéma a été libéralisée par le nouveau président Valéry Giscard d'Estaing. Le journaliste Christian Defaille fait un état des lieux de la situation. En l'espace de 3 ans, pour la seule capitale française, le porno est passé, en taux d'occupation, de 33 à 111 salles de cinéma, c'est-à-dire de 50 000 à 260 000 spectateurs par semaine. Pour alimenter ces salles et satisfaire ce public, 50% de la production cinématographique française s'oriente aujourd'hui vers ce cinéma qui, de marginal et semi-clandestin, est devenu courant et populaire. Fini le temps où quelques pionniers tournaient à la va-vite avec des budgets dérisoires, un porno en 1 semaine dans un appartement transformé en studio. Aujourd'hui, le film érotique peut s'offrir le luxe de louer pour 6 semaines les grands studios de la région parisienne. Le film, symbole de cette nouvelle tendance, c'est bien sûr Emmanuelle. Le film, qui a pour décor la Thaïlande, raconte les aventures hétérosexuelles et homosexuelles d'une jeune femme qui entretient avec son mari une relation de couple ouverte. Le premier opus est sorti en France en 1974. L'année suivante, on en tourne déjà la suite dans les studios parisiens. Vedette principale de cette superproduction, une jeune Hollandaise de 22 ans, Sylvia Christel, inconnue il y a 1 an et que Emmanuelle I a sorti de l'anonymat. Elle est la première star du cinéma érotique européen alors que ses nombreuses consoeurs sombrent au fur et à mesure dans l'oubli. Une star qui a vu son cachet passer de 35 000 à 1 million de francs en l'espace d'un film et son carnet cinématographique se garnir jusqu'à fin 76. Succédant à Just Jekin, auteur d'Emmanuelle I, c'est un autre photographe célèbre spécialisé dans le nu qui a été choisi pour réaliser Emmanuelle II. Il se nomme Francis Giacobetti. Ce choix confirme l'option prise par le producteur lors du premier film, c'est-à-dire priorité de l'image sur la mise en scène. La première version d'Emmanuelle a obtenu son permis d'importation en Suisse. Mais les commissions de contrôle des cantons de Genève et de Vaud exigent de statuer. Les 2 groupes ont pris l'habitude de débattre ensemble, même si leur vote et leur décision restent indépendantes. Au début de l'année 1975, elles se réunissent et décident de censurer le film. Le département de justice et police genevois motive ainsi la décision. Film non seulement immoral, mais totalement amoral et dégradant, comportant de nombreuses séquences absolument inadmissibles, telles que masturbation, ébats de lesbiennes, fumée d'opium et viol. La nouvelle provoque des remous,
La presse locale ironise en évoquant les quarts de Genevois qui font le voyage à Annemasse où le film est toujours programmé et fait salle comble. Des commentateurs s'étonnent qu'Emmanuel, dont le scénario leur paraît bien inoffensif, soit censuré, alors que d'autres films à leurs yeux bien plus crus, à commencer par Le Dernier Tango à Paris, ont eux été autorisés. Les distributeurs d'Emmanuel font recours auprès des tribunaux administratifs de Genève et Lausanne. Lorsqu'ils rendent leur arrêt, en mars 1975, ces tribunaux donnent raison aux distributeurs et le film peut être projeté. Cette décision porte un coup à la crédibilité de la censure genevoise et vaudoise. La suite d'Emmanuel sera pourtant elle aussi soumise à l'avis de ces deux commissions. Plus prudente cette fois-ci, ces dernières autorisent le film mais exigent une coupe dans la scène finale. Le Grand Conseil vaudois veut se faire sa propre idée. Une projection privée a lieu en février 1976 au cinéma City de Puyi. Un journaliste de la TSR est sur place et interroge les participants avant la projection. Monsieur le Président du Grand Conseil, on peut vous déranger ? Oui. C'est le cœur léger que vous vous rendez à cette séance ? C'est en tout cas avec beaucoup d'intérêt et on pourra se rendre compte dans quelle mesure la commission de censure est efficace. Est-ce la première fois que vous allez assister à un film, disons, légèrement interdit ? Alors, à titre de président du Grand Conseil, oui. Autrement, j'ai eu l'occasion d'y aller à titre privé. J'ai pas l'habitude, je vais rarement au cinéma, très très rarement. C'est tout à fait exceptionnel. On a la télévision chez nous, donc je la regarde. C'est la première fois que vous allez voir un film dit érotique ? Oui, bien entendu. Alors ça, je suis tellement sûr. Il y a tellement à présent je vois dans les journaux, donc ça a tellement changé, tout a évolué que j'ai dit, je suis obligé de suivre le mouvement. Les députés entrent dans la salle. Le journaliste les retrouve à la fin de la projection. C'est un film scandaleux qui n'apporte absolument rien. Absolument rien. C'est abject et ridicule. Donc vous estimez qu'une censure est utile ? Utile. Est-ce que vous estimez que les gens sont assez adultes pour interdire soi-même ? Oui, absolument. Mais je suis pour une limitation de l'âge, alors, pour les enfants, mais alors, les gens sont assez adultes. Vous n'avez pas été choqué ? Non. Le peuple de ce canton serait assez grand pour juger lui-même et que je trouve que c'est de l'infantiliser que de lui apposer une censure. Donc vous êtes contre la censure, contre la commission de censure ? Moi je pense que la censure, si c'est dire qu'un peuple n'a pas le degré et l'âge de se censurer lui-même. La dernière députée à s'exprimer est Armin Scherler, une socialiste. Son discours rejoint celui de nombreux opposants à la censure qui considèrent que les citoyens sont suffisamment adultes pour décider des films qu'ils peuvent voir ou non. Si elle a toujours des partisans, la censure est de plus en plus contestée quand elle n'est pas tournée en dérision. Dans le débat autour de la pornographie de ces années 70, les féministes font aussi entendre leur voix. Aux États-Unis, des militantes comme Andrea Dworkin ou Adrienne Rich dénoncent de façon radicale l'industrie du porno à cause de l'exploitation qu'elle fait des femmes et de leur corps. En Europe, le MLF mène aussi le combat. Au-delà des films pornographiques, certaines personnes questionnent plus généralement la représentation des femmes au cinéma. Au micro de la radio romande en 1975, l'actrice Delphine Seyrig, qui est aussi militante active du MLF, dit qu'elle aimerait que les femmes s'expriment sur l'image que le cinéma donne d'elles-mêmes. Je pense que c'est important que les femmes qui sont spectatrices disent ce qu'elles pensent de l'image des femmes qu'elles voient au cinéma. Les hommes, on sait ce qu'ils en pensent puisque c'est eux qui font le cinéma et qui ont fait le cinéma en grande partie. Donc l'image des femmes telles qu'on les voit, c'est l'image que les hommes en ont, très évidemment. Ce qui est intéressant maintenant de savoir, c'est ce que l'image que les femmes voudraient voir représentée d'elles-mêmes et qu'elles osent parler et qu'elles osent analyser les personnages de femmes qu'elles voient. Je pense que c'est très important parce qu'elles n'ont jamais beaucoup parlé. Je pense que c'est important qu'elles osent critiquer peut-être l'image des femmes, l'image d'elles qu'on donne à travers le cinéma. À Genève, c'est une nouvelle controverse autour d'un film interdit qui aboutira à la disparition de la commission de censure.
L'Empire des Sens, de Nagisa Oshima, a été présenté au Festival de Cannes en 1976. Il évoque le destin d'un couple dans une quête érotique extrême, allant jusqu'à la mort dans le Japon des années 30. Les scènes de sexe entre les partenaires ne sont pas simulées, alors qu'elles le sont dans des films comme Emmanuel. Le distributeur suisse Citel Film attend 1978 avant de le présenter dans son programme. En février 1979, les commissions de contrôle genevoises et vaudoises se font projeter le film. Après le désaveu subi dans l'affaire Emmanuel et les critiques dont elles sont la cible, la pression est grande. Le vote est serré. Vaud préconise l'interdiction par 3 voix contre 2, Genève par 8 voix contre 7. Les chefs des départements de justice et police des 2 cantons hésitent, mais finalement décident, le film doit être censuré. Un recours, à nouveau, est déposé auprès du tribunal administratif genevois. Il émane d'un jeune avocat qui deviendra par la suite célèbre, Charles Poncet, opposant farouche à la censure. Selon lui, L'Empire des Sens est une œuvre artistique en aucun cas obscène ou immorale. Mais l'avocat avance un autre argument, de droit celui-ci. Il affirme que la censure préalable est anticonstitutionnelle. Elle ne reposerait sur aucune base légale. En janvier 1980, le tribunal administratif rend son verdict. L'interdiction du film est levée. Mais cette décision a une portée bien plus grande, comme le relève Charles Poncet dans le journal roman de la TSR. Il est intéressant de voir en prenant connaissance de l'arrêt du tribunal administratif qu'en fait, il ne parle pas du film du tout. Il se pose la question de principe de la censure, il constate qu'elle est dépourvue de base légale et il le déclare, ce qui a pour conséquence, si vous voulez, d'autoriser l'Empire des Sens. Mais le tribunal n'a pas du tout, bien qu'ayant vu le film, le tribunal n'a pas jugé nécessaire, et je crois qu'il a eu raison, d'examiner le fond du débat en ce qui concernait le film lui-même. Il s'est contenté de constater que l'interdiction était anticonstitutionnelle. Le tribunal administratif reconnaît que la censure préalable n'a pas de base légale valable. Si les autorités veulent maintenir la censure, elles doivent proposer et faire voter une loi. Compte tenu du climat devenu très hostile, elles ne le feront pas et préféreront jeter l'éponge. Dans le canton de Vaud, un processus assez similaire a lieu, mais c'est le Grand Conseil lui-même qui votera pour l'abrogation de sa commission de contrôle. En 1980, la censure préalable disparaît du paysage genevois et vaudois. D'autres cantons avaient déjà fait le pas. Zurich, Lucerne, Soleure et Bâle-Ville en 1971, Zoug en 1972, le Tessin en 1974 et même le très catholique canton de Fribourg en 1977. Le Valais fait figure d'exception. Le régime de censure préalable y sera maintenu jusqu'en 1995. Les personnes voulant faire interdire un film déjà programmé ont toujours la possibilité de déposer plainte. Celle-ci, comme nous l'avons expliqué, sera examinée par le ministère public. Si le contenu du film est jugé contraire au droit pénal suisse, il pourra alors être interdit. Parmi les citoyens qui décident de faire entendre leur voix pour s'opposer à ce que certains considèrent comme une dégradation de la morale publique, on trouve notamment l'association Réagir. Fondée à Genève en 1973, elle regroupe en 1983 1 millier de membres. Cette même année, elle apparaît pour la première fois sur les écrans de la télévision romande dans l'émission « L'antenne est à vous », un programme qui donne un temps de parole à des associations et des groupes d'opinion. On entend ici la présidente de Réagir, Roberte Falquet. Chers amis, nous avons le plaisir de vous faire part des convictions profondes de notre mouvement Réagir qui lutte contre la pornographie et la violence dans les spectacles et contre la drogue. Lutter contre la pornographie, c'est un combat bien ingrat et difficile. On se heurte sans cesse au mur de l'argent et à l'inertie du public. Le corps humain est beau. C'est le temple de l'esprit. Ce n'est pas la nudité qui est choquante, mais l'emploi qui en est fait dans des revues et des films obscènes. La pornographie est une industrie puissante,
structurée sur le plan mondial. Aux États-Unis, des revues illustrées porno tirent à des millions d'exemplaires. La pornographie enfantine touche 300 000 enfants de moins de 16 ans. Les films et la littérature obscène suscitent des viols, des actes de perversion et font se développer l'homosexualité et la prostitution. Le ton est donné. Réagir se déclare apolitique, non affilié à des églises, mais revendiquant des valeurs chrétiennes. L'association condamne l'abolition de la censure qui, selon elle, a permis aux films pornographiques de fleurir. Elle affirme que le code pénal n'est plus appliqué en Suisse et déplore le laxisme des églises. Face à ce qu'elle considère comme une démission, l'association veut réveiller et alerter l'opinion. Elle le fait en s'exprimant dans les médias, comme ici à la télévision, ou encore dans les journaux, via des annonces ou des interventions dans la presse. Il lui arrive aussi d'écrire à des personnalités, des institutions ou des responsables politiques pour faire part de son courroux sur un sujet d'actualité. L'association Réagir ne prend pas seulement position contre des films, mais aussi contre d'autres productions culturelles. Par exemple, contre des bandes dessinées, comme c'est le cas en 1985. Scandalisée après avoir vu des enfants feuilleter dans une librairie lausannoise un album pornographique en libre accès, une membre de l'association Réagir a fait part de son indignation dans une lettre adressée à différentes institutions, dont l'Église protestante, l'UNICEF et l'OMS. Le propriétaire de la librairie en question est Rolf Kesserling. Il est aussi éditeur. Il a déjà été condamné par la justice pour avoir vendu et publié des contenus obscènes, un jugement qu'il conteste. Invité à débattre dans le journal de midi de la radio romande, il a en face de lui Robert Falquet, la présidente de Réagir. La première question du journaliste William Heinzer va au libraire. N'est-il pas gêné de savoir que dans sa librairie, de jeunes clients puissent accéder à des albums de bande dessinée pornographiques ? Qui vous dit que de jeunes clients puissent feuilleter des albums au hasard, c'est nier la responsabilité de mes collaborateurs qui s'occupent très bien de jeunes enfants s'approchant de rayons, disons, un tout petit peu plus chauds, plus adultes. Et ça m'est arrivé encore mercredi passé. Tous les mercredis, d'ailleurs, ça fait pas un pli. Et depuis que le mouvement Réagir allume tellement le feu, je dois dire que les enfants ont une tendance à essayer de voir un certain nombre de choses. Parce qu'il faut pas s'y tromper. Les enfants, d'une manière générale, s'intéressent à Spirou, aux petits hommes bleus de Peyo, c'est-à-dire les Schtroumpfs, à Tintin, à la bande dessinée d'aventure. Et de moins en moins, je le remarque, à la bande dessinée d'aventure violente sur laquelle vous ne dites jamais rien. Mais Rolf Kesserling, est-ce qu'il y a une porte, est-ce qu'il y a une limite, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on ne passe pas dans ce qu'on appelait dans le temps l'enfer de la Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on soit en Union soviétique et qu'on mette des barbelés et que je demande la carte d'identité à tout. Je ne suis pas flic, madame, je suis libraire et éditeur. Puis, c'est au tour de madame Falquet de prendre la parole. Monsieur Kesselring a dit que nous attisions le débat, c'est absolument faux. Faux d'ailleurs, comme tout ce que une partie de la presse vaudoise a raconté d'une manière lamentable. C'est tout à fait faux qu'on attise. Quel beau mépris pour nos journalistes. Vous permettez, monsieur Kesselring, vous avez eu la parole. Abondamment, alors laissez-moi parler. Alors moi je veux parler de ça, d'abord de la vérité. D'abord, madame est une femme très courageuse et puis toutes les familles lui disent « Bravo madame, au moins vous avez du cran ». Plus de cran que toutes ces familles qui n'interviennent jamais pour qu'on arrête de vendre toutes ces cochonneries. Après cela, le journaliste demande à Robert Falquet pourquoi la membre du groupe Réagir n'a pas elle-même déposé plainte, puisqu'elle considère que les publications incriminées tombent sous le coup du code pénal. Madame Falquet commence à répondre. Elle est interrompue par Rolf Kesserling. Mais moi, je veux parler. Moi, je viens de vous prendre en flagrant délit de mensonge. Vous dites toutes les familles. Ça veut dire quoi? Vous reprochez à des journalistes de faire quelque chose qui vous paraît mensonger et vous dites un mensonge, là. Vous nous laissez pas. Non, mais si, madame, je suis là pour parler de ça. La remarque est juste, vous avez eu votre temps de parole. Laissez à la présidente de Réagir le temps de parole. Moi, je parlais du contenu de ces bandes dessinées. Je les ai regardées hier après-midi. Alors voilà ce qu'on y trouve. Parce que vous les lisez, madame. Vous permettez que je parle ou bien vous êtes la censure vous-même? Mais non. Alors, je m'exprime. Acte de sodomie avec un chien, religieuse enceinte,
avec des croix clouées, etc. Enfant qui devient enceinte avoir pas mangé une soupe faite avec un organe sexuel. Une jeune fille qui fait l'amour avec un ours en peluche. Ça, c'est une chose, mais dans d'autres drogues, il y a la drogue, il y a la violence. Est-ce que c'est des lectures pour les jeunes, ça? La bande dessinée à laquelle Robert Falquet fait référence est La fille du prêcheur de Dick Matena, un auteur néerlandais. Les images dénoncées qui mettent en scène un enfant sont bien présentes dans l'album. Le discours de Robert Falquet peut parfois prêter à sourire, ou encore agacer, ou même indigner dans sa propension aux raccourcis et aux amalgames. Mais quand le discours évoque les questions liées à la pédopornographie et à la protection de l'enfance, comme c'est le cas dans l'affaire de la librairie de Rolf Kesserling, il nous renvoie aux critiques dont a fait l'objet l'héritage de mai 68. Héritage qui fait depuis quelques années l'objet d'un inventaire critique, notamment par des féministes pour lesquelles la révolution sexuelle de cette époque n'aura pas été que bénéfique aux femmes. Sans oublier la dénonciation récente d'une attitude jugée parfois complaisante envers les discours à caractère pédophile. Après ce détour par la bande dessinée, revenons à notre sujet principal, le cinéma. Nous voici un an plus tard, en 1986. Une nouvelle polémique a enflammé la Suisse romande, la diffusion du film « Salo » de Pier Paolo Pasolini, inspiré du Marquis de Sade. À sa sortie en 1976, le film avait déjà provoqué de fortes réactions et dérouté la grande majorité des critiques, même ceux qui jusqu'ici avaient salué le travail de Pasolini. Salo comporte des scènes de viol et de torture. On y voit notamment des adolescents réduits à l'esclavage, forcés de manger des excréments. Interdit dans différents pays en Europe, il l'avait aussi été dans plusieurs cantons romans. 10 ans après, la censure préalable n'y ayant plus cours, le film est projeté dans un cinéma vaudois. Mais suite à une plainte, la copie de Salo est finalement saisie. Réagissant à cette actualité, l'émission Spécial Cinéma ouvre le débat. Robert Falquet est présente sur le plateau. La présidente du groupe Réagir est entourée d'autres invités comme le directeur de la Cinémathèque, Freddy Buach, et Charles Poncet, l'homme qui a fait tomber la censure à Genève. Dans l'extrait que nous allons entendre, Robert Falquet justifie la décision de justice qui a conduit à l'interdiction de Salo. Si la notion d'obscénité, telle que l'a définie le code pénal, a encore un sens, le film ne peut que tomber sous le coup de la loi. Écoutons Robert Falquet, puis la réaction de Freddy Buach, un opposant de toujours à la censure au cinéma. Oui, mais à un moment ou à un autre, il faut quand même... J'ai dit que la notion d'obscénité devenait vraiment si large qu'il n'y a plus rien d'obscène. Mais il est tellement obscène, je vais vous en donner un seul exemple. Le ministère culturel de la Confédération a prétendu que le peuple suisse, disons en substance, ça ne choquait pas ce qui est admis par le peuple suisse. Mais rien que le récit des maquerelles, de leur turpitude dans le film. Vous diriez ça dans un salon, au bout de 2 minutes, on vous mettrait à la porte. Personne ne supporterait ça. Oui, d'abord, c'est une adaptation d'un livre de Sade. On n'est pas encore Alors, je vous ça, signale que Sade, il est en livre de poche. Mais moi, je pense que c'est faux de parler de Salo, parce que, personnellement, c'est un film que je trouve pas très intéressant, que je trouve finalement un film provocateur pour d'assez mauvaises raisons, mais en dépit de cela, je ne vois pas au nom de quoi j'interdirais mes voisins d'aller le voir, s'ils ont envie de le voir. Dans cette même émission, l'avocat Charles Poncet va s'exprimer sur un autre film qui a suscité des réactions dans les milieux catholiques. Je vous salue Marie, de Jean-Luc Godard. D'autres remarques sur ce... J'ai un mot à dire à propos de Je vous salue Marie. Il y avait eu une réaction dans un groupement catholique qui s'était estimé choqué par ce film, ce qu'on peut comprendre. Ils se sont estimés choqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés devant le cinéma où le film était diffusé et ils se sont mis à prier. Je trouve que c'est une attitude d'une grande noblesse et que c'est exactement le genre de réaction que l'on devrait avoir. Et ce qui me frappe, voyez-vous, dans vos interventions, Freddy Buach y faisait allusion tout à l'heure, c'est que vous essayez toujours donc d'interdire. Et ce qui me frappe aussi, mais oui, une fois tous les 6 ans, votre réaction, c'est de dire ça nous choque, ça choque les valeurs dont nous nous réclamons, donc il faut interdire, et on l'a entendu tout à l'heure.
Je suis surpris que vous ne compreniez pas qu'en essayant de faire interdire des films, des œuvres d'art quelles qu'elles soient, vous dévalorisez vous-même les valeurs que vous essayez de défendre. D'abord, il ne faut pas employer le pluriel, mettre un film en 6 ans et un film qui a quand même causé sensation. Il faut quand même mettre un petit peu de bonne foi. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu autant de réactions et de plaintes au sujet d'un film. Il faut quand même l'admettre. Et puis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que j'aille le mettre en prière devant le cinéma pour salaud? C'est une attitude qui a en tout cas beaucoup plus... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, je crois que les bons arguments, j'écrirais à si tel film, écoutez, ça me choque. Il dirait, qu'est-ce que c'est cette mémé? On va l'arrêter? Non, monsieur. Mais ce qui devrait vous troubler, c'est quand même d'être dans la situation de ceux qui ont interdit les fleurs du mal. Ça devrait vous troubler. Mais oui, parce qu'on parle toujours de ça. Mais c'est vrai. Mais vous noyez le poisson avec pas du tout. Vous demandez l'interdiction. Il y a quelqu'un qui dit est-ce que mes enfants vont voir ça? Je ne dirais pas du tout, c'est pas le problème. Je dis que quand un monsieur peut prendre un fusil, aller au front et tirer sur d'autres hommes, eh bien, on peut aussi lui montrer 2 personnes qui font l'amour dans un lit. Mais c'est tout notre problème, ça. C'est tout. Faut pas mélanger les problèmes des militaires avec ce film-là. Mais laissez aux gens une liberté de choix, quand même. Apprenez-leur à être conscients, mais ne leur foutez pas tout le temps un gendarme dans les pattes. Qu'est-ce que ça veut dire tout le temps? Des passes d'armes comme celle à laquelle on vient d'assister le montrent. Les positions défendues par les promoteurs de la liberté d'expression et ceux qui veulent y mettre des limites semblent conduire à un débat sans fin. Depuis l'émission de Spécial Cinéma sur le film de Pasolini, le droit suisse a évolué. Aujourd'hui, sur les écrans, la pornographie dite douce est autorisée pour les adultes. Par contre, la représentation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou des actes sexuels associés à des violences physiques est interdite par la loi. Les juges conservent une marge d'appréciation. Les films considérés comme ayant une valeur culturelle ou scientifique ne peuvent pas être associés à de la pornographie. La loi, enfin, prévoit une protection des mineurs contre toute confrontation avec du matériel pornographique. Mais à l'époque des réseaux sociaux et de l'accès généralisé à la pornographie sur Internet, le législateur et la justice suisse ne sont pas au bout de leur peine pour parvenir à faire respecter la loi. C'est la fin de cet épisode de 1001 Archives. 1001 Archives est un podcast proposé par les archives de la RTS. Cet épisode a été écrit par Sophie Meyer, produit par Grégoire Moll, avec la voix de Sophie Richard. Vous retrouvez l'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de ce récit et d'autres archives sonores et audiovisuelles sur notre site internet rts.ch/archives. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur l'application Play RTS, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute habituelle.